Bonjour, je m'appelle Guillaume Bertrand, je suis guide de Paris depuis maintenant 10 ans, mais un peu particulier puisque je suis spécialiste en mythes, légendes et ésotérisme de la capitale. J'ai cofondé une agence qui se nomme Sous les pavés et qui a pour vocation de faire découvrir, ou plutôt redécouvrir, tous les aspects les plus insolites et mystérieux de la ville lumière qui, comme vous allez le voir, cache bien des ombres. Nous nous trouvons aujourd'hui sous le porche de l'entrée historique de la Pitié-Salpêtrière, qui est aujourd'hui l'un des plus grands hôpitaux européens, mais qui pendant des siècles a été un lieu d'enfermement pour les pauvresses libertines et prostituées de Paris. Avant d'être l'un des premiers asiles psychiatriques où l'on s'intéressait particulièrement à la figure de l'hystérique. Nous y reviendrons puisque vous êtes ici chez le professeur Jean-Martin Charcot, donc en cette fin de 19e siècle, et Charcot, premier neurologue de l'histoire, a toute une partie de sa carrière méconnue, c'est ses travaux sur l'hystérie. Ce qui est assez incroyable avec la Pitié-Salpêtrière, c'est que c'est un peu un arrondissement de Paris en soi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'histoire assez incroyable de cet endroit qui raconte beaucoup sur l'évolution de Paris, beaucoup sur l'histoire de Paris et aussi beaucoup sur la condition féminine jusqu'aujourd'hui? Ouais, alors juste, je te montre une pierre, puisque nous sommes donc sous le porche, oui. Et on voit qu'il est écrit Fundavit Altissimus Annus Christus 1658, sous le règne de Ludovicus, donc Louis XIV, puis XV. C'est la pierre fondatrice de l'endroit, nous sommes en 1656. Donc nous sommes sous le règne de Louis XIV, et Louis XIV va transformer l'ancien arsenal de son père, Louis XIII, qui avait délocalisé sa fabrique de poudre qui se trouvait alors près de la Bastille dans le Marais, mais une poudrière au cœur d'un quartier très peuplé causait énormément de dégâts et de morts. Donc à la suite d'une énième explosion, Louis XIII avait demandé la délocalisation de l'arsenal de poudre ici, dans la campagne parisienne, qu'on appelait alors le Faubourg Saint-Victor. Il n'y avait rien dans cet endroit, si ce n'est quelques vieux laboureurs qui venaient travailler les champs. Nous passerons tout à l'heure devant la buanderie, donc là où on lave le linge des malades, qui correspondait à l'ancienne fabrique de salpêtre. Puisque donc le salpêtre, du sel de pierre, nitrate de potassium, c'était l'ingrédient principal de la poudre à explosion. 15 ans après l'ouverture de la Salpêtrière en tant qu'arsenal militaire, Louis XIV, jeune roi qui hérite d'une ville très pauvre et très misérable, qui est la ville de Paris, décide de créer l'hôpital général, qui est un peu l'ancêtre de l'AP-HP, donc Assistance publique hôpitaux de Paris. Cet hôpital général, c'est une institution qui va regrouper 4 établissements distincts afin de marginaliser les pauvres et les miséreux de la capitale. Parmi ces hôpitaux de l'hôpital général, l'hôpital de Bicêtre, où on y enferme les hommes, l'hôpital de la Pitié, où on y enferme les enfants, les invalides, où on y recueille les soldats estropiés lors des guerres du roi Soleil. Et ici, la Salpêtrière est un lieu exclusivement dédié aux femmes. D'accord. Donc la Pitié-Salpêtrière telle qu'on la connaît avait un côté pour les enfants, la Pitié, et un côté pour les femmes, la Salpêtrière. Alors c'est pas tout à fait ça, puisque l'hospice de la Pitié avait été fondé par Marie de Médicis, la veuve du roi Henri IV, le grand-père de Louis XIV, et se trouvait alors sur l'emplacement de l'actuelle Grande Mosquée de Paris. D'accord. Et quand on a construit la Grande Mosquée de Paris, on a déplacé la vieille Pitié pour l'adjoindre à la Salpêtrière. C'est pour ça qu'on appelle cet endroit Pitié-Salpêtrière, mais c'est une appellation assez récente, puisque c'est des années 60 qu'on crée la fusion entre les deux lieux, et c'est dans les années 1920 que la Pitié va rejoindre la Salpêtrière. Mais la Salpêtrière, telle qu'on va la visiter, c'était vraiment la partie créée par Louis XIV pour y renfermer les pauvresses libertines, prostituées, ribaudes de la capitale. Et donc, qui étaient ces femmes qui étaient enfermées à la Pitié-Salpêtrière, et surtout, qu'est-ce que l'évolution de cet endroit, qui a quand même mis beaucoup de vie, nous raconte sur Paris?
Eh ben, ça nous raconte déjà une terrible misère sociale, puisque Louis XIV va hériter de la plus grande ville au monde, donc Paris, 600 000 habitants. Pour te donner une échelle de comparaison, aujourd'hui, en 2026, nous sommes plus de 2,5 millions et des villes comme le Caire font 22 millions d'habitants. Mais forcément, nous sommes aussi la ville la plus pauvre et on estime qu'une personne sur 10 vit dans la rue de la délinquance, de la mendicité ou de la prostitution. Et c'est l'apogée des cours des miracles. Donc, tu sais, Victor Hugo nous en parle dans ce roman de Notre-Dame de Paris, ces espèces de royaumes de voleurs, ces bidonvilles. Alors Victor Hugo romance évidemment, c'est cours des miracles, mais ça nous montre à quel point la pauvreté est systémique. Et la grande cour des miracles, celle du roman, qui se situe dans le Sentier, on estime qu'il y avait 3000 personnes qui y vivaient, des familles entières. Il faut bien comprendre que notre pays aujourd'hui est à la pointe de la sécurité sociale, même si on peut toujours se dire qu'elle est améliorable, mais au moins nous portons assistance aux vieux, on indemnise ceux qui ne peuvent plus travailler, il y a des arrêts de travail et des arrêts maladie, nous nous occupons des enfants, des femmes enceintes. Je te donne un exemple, imagine autrefois une famille qui subvenait à ses besoins par le travail exclusif de l'homme, par exemple un charpentier, si ce charpentier il tombe de son toit, qu'il se blesse ou qu'il se tue, la famille est sans ressources du jour au lendemain. Et la femme peut se livrer à la prostitution pour subvenir aux besoins de ses enfants. Si les deux parents meurent dans une épidémie, par exemple, les enfants deviennent orphelins et donc vont se retrouver livrés à eux-mêmes. Les femmes ne maîtrisent pas leur grossesse. Elles sont ou violées ou alors forcées d'être enceintes ou alors elles ne font pas attention et donc on va avoir beaucoup de nouveau-nés non désirés qui soit seront abandonnés dans des tours d'abandon qu'on peut trouver non loin d'ici comme à Saint-Vincent-de-Paul ou alors abandonnés sur les margelles de puits. Et donc toute cette petite misère en réalité grossit, et ce qui fait que Paris devient un véritable coupe-gorge et sous la pression des dévots du Saint-Sacrement, donc des religieux proches de l'entourage du roi, on somme le roi de cacher cette misère qu'on ne saurait voir. Alors heureusement que Louis XIV est quand même inspiré par Saint-Vincent-de-Paul, qui rappelle que les pauvres font partie intégrante du corps du Christ et que le Christ lui-même était venu non pas pour les justes, les vertueux et les riches, mais pour les pauvres, les malades et les pécheurs. Donc Louis XIV trouve ce compromis en créant l'hôpital général et des lieux de réclusion afin de porter une assistance à tous ceux qui en ont besoin. Et cette assistance, elle est essentiellement spirituelle. Voilà pourquoi en fait la Salpêtrière s'articule autour de la chapelle Saint-Louis. Et je te propose qu'on aille y faire un petit tour. Alors, ce qui est assez improbable, c'est que j'ai appris très récemment que c'est l'un des plus gros édifices religieux de Paris. Ouais. Donc, on s'imagine une petite chapelle alors qu'elle est vraiment gigantesque et grandiose. Comment est-ce qu'on se retrouve avec un édifice religieux aussi énorme pour cacher cette misère sociale de l'époque dont tu nous parles ? Alors, quand la Salpêtrière ouvre ses portes en 1656, on estime qu'il y a à peu près 1 millier de pensionnaires et plus d'un siècle plus tard, à la veille de la Révolution, on pense qu'il y a presque 10 000 personnes enfermées ici. Donc la population a été multipliée par 10, comme la démographie d'ailleurs. Cette église, tu vas voir, n'a rien à voir avec les églises de Paris. Tu sais qu'en Europe de l'Ouest, donc essentiellement catholique, nos églises sont en forme de croix latine. Donc elles reproduisent le Christ en croix avec la nef, le transept et par-delà le transept, le chœur sur lequel est célébrée la messe. Sauf que la chapelle Saint-Louis-la-Salpêtrière, elle, est construite en croix orthodoxe, c'est-à-dire une croix grecque avec des branches équidistantes au centre de la croix. Ce qui permettait de faire la messe de façon centrale à l'église, dans l'église, et que chacune des populations qui venaient assister à l'office, parce que du coup on obligeait toutes les pensionnaires à assister à la messe, quelle qu'elle soit,
de l'enfant à la vieillarde, en passant par la prostituée ou la furieuse ou la criminelle. Et donc imagine bien que si on laissait toute cette population mélangée pendant la messe, cette messe risquait de finir en foire d'empoigne, pour ne pas dire en pugilat. Donc chaque branche de l'église permettait de séparer les populations. D'accord. C'est qui les curieuses dont tu parles? Les furieuses. Les furieuses. Les furieuses, c'est celles qui ne maîtrisent pas leurs émotions. En fait, on va évidemment parler de ce qu'on appelle l'hystérie, alors qui est une maladie qui n'existe plus et qui en réalité n'a jamais existé et qu'on a tenté de faire exister scientifiquement. Ça vient de l'Antiquité. Le médecin Hippocrate théorise l'hystéra, qui signifie l'utérus en grec, et on pensait que la folie féminine était générée par des afflictions de l'utérus, que cet utérus était vivant, on parlait même d'un animal dans l'animal, et qu'il se desséchait en l'absence de semences masculines. Oh, wow. Et donc, vu qu'il était asséché, pour ne pas dire assoiffé, il était mouvant. Donc on parlait de l'utérus baladeur. Et donc il partait à l'intérieur du corps à la recherche d'autres liquides. Donc il remontait vers l'estomac, voire même vers le cerveau, et que c'était les balades de l'utérus qui généraient les excès de colère, de furie, qui donne le mot furieuse, ou le mot fureur, d'accord. L'incapacité à contrôler ses émotions nous vient effectivement de ces conceptions antiques de l'hystéra, qui donne le mot hystérie. Donc, que va devenir la... Alors, on connaît on connaît pour l'histoire de la salpêtrière à partir de tout ce qui est professeur Charcot. Ouais. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant la Révolution, par exemple? Alors, à la Révolution, c'est très particulier puisque jusqu'alors, il ne faut pas comprendre la salpêtrière comme un hôpital au sens moderne, mais vraiment comme un lieu de réclusion et de marginalisation. D'ailleurs, quand les femmes de la salpêtrière sous l'Ancien Régime étaient malades, on ne les soignait pas sur place, on les envoyait à l'Hôtel-Dieu, qui était le vrai hôpital de soins curatifs. Lors de la Révolution, va y avoir énormément d'événements très dérangeants et criminels même. Là, je vais t'emmener vers le bâtiment de la Force, qui est un bâtiment spécial voulu par Louis XIV dans les années 1780 afin d'y enfermer toutes les femmes frappées d'une sentence criminelle. Et à la Révolution française, on va massacrer les femmes enfermées dans ce bâtiment de la Force lors de 2 journées terribles qu'on appelle les massacres de septembre, 2 et 3 septembre 1792. La Convention nationale, quelques semaines avant la proclamation de la République, pense qu'un complot anti-révolutionnaire, royaliste, est en train de se fomenter au cœur des prisons. Et donc, de façon prophylactique, de façon préventive, il est ordonné d'aller exécuter tous ceux qui ont été enfermés dans ces prisons. Il y aura de terribles massacres à la Petite Force dans le Marais parisien, à la prison de l'Abbaye à Saint-Germain-des-Prés, dans la prison du Châtelet et également ici au bâtiment de la Force. Mais comme c'est une prison pour femmes, on va rajouter de l'ignominie à l'horreur puisqu'on prendra le soin de violer la plupart des femmes en âge de l'être avant de les exécuter. On estime que ces massacres au sein de la salpêtrière ont fait 80 victimes environ. Olympe de Gouges, la célèbre féministe de la Révolution, va s'insurger du sort qu'on a réservé à ces femmes et elle traitera Marat, Jean-Paul Marat, qui se félicitait de ces massacres, d'avorton et Robespierre d'opprobre à la Révolution. Et c'est pour avoir insulté ces 2 hommes qu'Olympe de Gouges sera condamnée à la guillotine pour offense à la souveraineté du peuple, car ces massacres ayant été ordonnés par la Convention, c'est la République et donc le peuple qui les aurait demandés. Donc cette période révolutionnaire est très difficile, très hystérique en soi, et
il faut attendre 1795, donc la terreur est terminée, on est sous le Directoire, et c'est le docteur Philippe Pinel qui va devenir le premier médecin-chef de la Salpêtrière. Et donc, il va commencer à avoir un souci particulier envers ces femmes qu'il va tenter de soigner. Et à défaut de les soigner, de comprendre l'origine de leur affliction. Puisque sous l'Ancien Régime, le lieu était tenu par l'Église. C'était une mère supérieure, proche des milieux jansénistes, qui administrait cet endroit, dans une opacité la plus totale d'ailleurs. Et à partir de la Révolution, c'est la médecine qui va prendre le relais. D'ailleurs, le docteur Pinel est celui qui va faire désentraver les femmes. Ça veut dire qu'il va les libérer de leur chaîne. Puisque jusqu'alors, elles étaient contenues par des chaînes. Il avait observé, tel le Bicêtre, que les hommes désentravés présentaient une amélioration sensible de leur état. Il fait l'expérimentation à la Salpêtrière et les résultats sont sans appel. Les femmes vont mieux quand elles ne sont plus enchaînées au fond de leur cachot. Alors, en fait, c'est assez troublant de t'entendre parler parce qu'on est dans un lieu qui est quand même très beau, très paisible et on a du mal en fait à se rendre compte qu'on est en plein cœur de Paris. Il n'y a quasiment aucune ambulance qui passe. Et quand on est à côté de la chapelle, comme on l'était tout à l'heure, c'est très paisible, très serein. Et ensuite, on t'entend parler et c'est plein d'horreur de Paris. Évidemment, ça surprend. On sent quelques fantômes. Et là, je m'arrête volontairement, tu vois, devant une plaque qui nous dit qu'entre 1663 et 1673, plus de 770 jeunes femmes parties de France débarquèrent à Québec, envoyées par Louis XIV pour prendre Marie et contribuer au peuplement de la Nouvelle-France. On les appela les filles du roi. 240 d'entre elles, parmi les 327 de Paris et sa région, quittèrent l'enclos de la Salpêtrière. C'est les fameuses blanchiseuses qui allaient dans les colonies. Alors, on les appelait les filles du roi. D'accord. Donc, effectivement, elles étaient là pour peupler les colonies, puisque à partir de 1669, Louis XIV se rend compte que les femmes ne sont qu'une infime partie de la population coloniale et qu'il faut, pour citer notre président, une politique de réarmement démographique pour justement installer la nouvelle France dans le nouveau monde. Donc on va choisir des femmes de la Salpêtrière, alors pas que, mais particulièrement ici, issues du bâtiment de la Force, tu vois, on le voit, il est assez quelconque, et en réalité ce bâtiment non seulement date de Louis XIV et a été l'endroit le plus épouvantable de la Salpêtrière, puisque c'est la prison au sein de l'hôpital où on y enfermait les plus furieuses. Alors, furieuse ne veut pas forcément dire criminelle. Il faut bien comprendre aussi quels sont les critères de la folie, puisque être désobéissante à un père, à un frère, à un mari, pouvait vous faire finir à la Salpêtrière. 80% des internements au sein de la Salpêtrière émanaient d'hommes, donc qui considéraient que, par exemple, leurs épouses faisaient mal la vaisselle, ne faisaient pas correctement à manger, refusaient le devoir conjugal, ou alors avaient été surprises d'adultère. Des pères de bonne famille considéraient que leurs filles, en refusant le mariage forcé que le père imposait pour faire une bonne transaction ou avoir une dot intéressante, ou celles qui manifestaient des penchants lesbiens, eh bien, toutes ces femmes qui déshonoraient les familles pouvaient être mises en prison au sein du bâtiment de la Force. D'ailleurs, ce sont souvent celles-là qu'on envoyait peupler les colonies, puisqu'on n'envoyait pas les prostituées, contrairement à ce que la légende pense. Les prostituées étant souvent gâtées, ça veut dire atteintes de maladies vénériennes, c'était très déconseillé d'envoyer des vérolés, puisque c'était la grande maladie vénérienne du temps, la syphilis, qui en plus te rendait fou. En fait, une syphilis qui n'est pas traitée, elle est neurodégénérative. Au stade 3, elle te grignote les neurones. Et donc, beaucoup de ceux qui étaient enfermés au sein des hospices civils de Paris étaient en réalité des syphilitiques. Là, je t'arrête devant une grille qui te permet de voir l'une des cours internes au bâtiment de la Force. Ce bâtiment, on ne peut pas le visiter puisqu'il sert encore d'unité de soins psychiatriques assez lourd. Ah bon ? Eh oui.
Il y a des patients aujourd'hui ici dans ce bâtiment qui portent une lourde histoire. Là, tu as une des 4 cours. Tu avais la correction, le commun, la petite force et la grande force qui permettaient, comme dans la chapelle, de séparer en quartier les divers sociotypes de la force, puisque la correction servait à de maisons de redressement. Donc les jeunes filles perverses mais susceptibles d'amendement étaient redressées pour se remettre dans le droit chemin. Le commun, c'était les prostituées qui assumaient leur métier et donc qui faisaient du vice une espèce de vertu. Donc on en avait particulièrement horreur de celle-là. La petite force était réservée à des femmes frappées d'une sentence de justice, donc les voleuses, par exemple, les escrocs, les charlatanes. La célèbre comtesse de Lamotte, qui s'était illustrée dans l'affaire du collier de la Reine, avait été enfermée au bâtiment de la Force. Manon Lescaut, l'héroïne littéraire de l'abbé Prévost, avait été enfermée dans le roman, ici d'ailleurs, un des puits d'une des courses, nomme le puits Manon Lescaut. Et enfin, la grande force, là, c'était pour les femmes frappées d'une sentence à perpétuité, souvent des tueuses d'enfants ou de véritables criminels. Il y avait des cachots avec des entraves ici, et j'ai trouvé un rapport qui nous dit que ce qui rendait ces cachots encore plus sinistre et sordide, c'était que lors des crues de la Seine, une foule de gros rats remontait dans les cachots et dévorait ces malheureuses partout où ils le pouvaient, si bien qu'on en retrouvait au petit matin mortes de leurs blessures. On a un rapporteur qui nous dit aussi qu'il serait plus humain de laisser périr l'espèce humaine plutôt que de la traiter avec aussi peu de ménagement. Alors, Guillaume, comment est-ce qu'on arrive à... C'est un endroit qui est quand même un patrimoine parisien assez impressionnant. Oui. C'est aussi l'un des centres de soins, comme tu le disais, européens les plus performants. Oui. Comment est-ce qu'on arrive... Et c'est aussi un endroit qui est très beau. Comment est-ce qu'on arrive à apprécier un endroit avec un passé aussi lourd et autant de fantômes, comme tu le disais? Toi qui es guide et qui fais souvent des visites de la Pitié-Salpêtrière, est-ce que c'est pas un peu flippant de se balader sur un endroit qui était un peu la mascotte de la maltraitance féminine à une époque? Comment est-ce qu'on arrive à dissocier le beau, pour reprendre un débat assez récent, du lourd de cet endroit? Vous avez 4 heures, comme pour les dissertations de philosophie. Oui, c'est évidemment une question complexe, puisque chacun sera aussi sensible selon son histoire, selon son sexe. Je pense que ce n'est pas la même chose d'être ici en tant qu'homme qu'en tant que femme. Est-ce qu'on découvre ce lieu pour la première fois dans le cadre d'une visite guidée comme celle-ci, ou alors parce que on a aussi une histoire personnelle, on s'est fait soigner ici, on a accompagné quelqu'un. Moi, ça m'arrive souvent en visite, pour des gens qui ont accompagné des proches en fin de vie, qui vont redécouvrir le lieu d'une autre façon. Moi, j'aime bien dire que ce lieu, c'est l'expression du calme après la tempête. Parce que effectivement, quand on visite ce lieu, on voit qu'il y a quelque chose qui est apaisé, où un certain ordre a repris ses droits, une végétation est mise en avant. On sait aussi que c'est aujourd'hui l'un des lieux les plus performants dans la médecine, dans l'accompagnement de la souffrance humaine. Donc, comme je viens de finir une visite et que je disais en conclusion, cette visite elle est essentielle pour savoir d'où nous venons, de quoi nous sommes le produit et l'héritage, mais aussi pour se réjouir de où nous en sommes. Parce qu'on peut toujours se plaindre et se dire que notre pays était améliorable, mais déjà réjouissons-nous de là où il est. Tu vois, et particulièrement ici où je t'emmène, nous sommes dans la rue des Archers. Et comme tu peux le voir, c'est l'une des parties les plus charmantes, les plus mignonnes. C'est très pittoresque. On se croirait presque dans le village de la Belle et la Bête, puisque nous sommes à la même époque. Ces bâtiments datent du XVIIe siècle. Aujourd'hui, servent de logement de fonction pour les étudiants, de salles de réunion, d'intersyndicales. Or, si on appelle cet endroit la rue des Archers, c'est que ces bâtiments servaient à abriter les archers, donc c'est-à-dire ceux qui raflaient les femmes dans Paris pour les enfermer ici et ensuite qui faisaient régner l'ordre. C'est pour ça que ces archers se trouvent juste à côté du bâtiment de la Force.
Et puis, voilà, tu as l'impression de marcher un peu sur les pavés de l'histoire, littéralement. Regarde ces pavés, à quel point ils sont anciens. Ces bornes de pierre que tu vois dans les angles, ce qu'on appelle des chasse-roues. Donc, c'est ce qui permettait autrefois aux roues des charrettes de ne pas frotter les angles et d'abîmer les murs. Et ce qui, moi, me crée cette espèce de volonté de cohabiter avec les fantômes, c'est effectivement que les vivants se souviennent, parce que je pense que le devoir de mémoire, il est très important. La reconnaissance aussi de ceux qui sont passés avant nous, qui ont, on va dire, essuyé les plâtres et payé les pots cassés de l'errance du passé. C'est pareil dans Paris, hein, si on faisait des balades, si je te disais, regarde, ici le Louvre, aujourd'hui magnifique, superbe, imagine cette nuit à Saint-Barthélemy, où on va massacrer des milliers de protestants à la rapière, imagine au Père-Lachaise, ce mur des fédérés, on fusillera les communards. Pareil, le Père-Lachaise, un lieu très bucolique, romantique, pourtant il est entouré de morts, et parfois des morts violentes, tragiques, absurdes. J'aime beaucoup cette phrase d'un philosophe dont le nom m'échappe actuellement, qui disait « ni rire ni pleurer, juste comprendre ». Et en fait, effectivement, il faut arriver ici dans une espèce d'état d'esprit un peu de contemplation, de souvenir, de mémoire, et en même temps de résilience, parce que l'humanité ne s'est pas faite en un jour et elle a dû être dans beaucoup d'errance avant d'atteindre la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et alors, en parlant d'errance, on arrive au quartier Charcot, ce qui est une parfaite transition pour la période où Louis marquera l'histoire de la Pitié-Salpêtrière. Alors, juste avant de quitter ce quartier mignon, je voulais savoir si toi, on te proposait un logement de fonction ici, t'accepterais ? Alors, j'en ai aucune idée parce que je ne sais absolument pas à quoi ressemble l'intérieur. Ce sont quand même des bâtiments du XVIIe siècle. Comme tu peux le voir, là, il fait assez chaud et donc tous les stores sont baissés. À mon avis, ce sont des bâtiments assez vétustes dans lesquels il n'y a pas forcément les normes modernes. Je sais pas si je vivrais ici, peut-être. J'en ferai au moins l'expérience. Je pense que j'aurais trop peur des fantômes en vrai. Alors moi, c'est plus des vivants qui me font peur. Hein, tu vois, tu sais, je vais te dire, je suis plus à l'aise avec les fantômes qu'avec la souffrance ou la misère humaine. Là, nous sommes dimanche, c'est pour ça que tu trouves l'hôpital assez calme. Mais en réalité, si tu revenais dans la semaine et que, par exemple, on allait à l'entrée des urgences ou des séjours ambulatoires, tu vois quand même des patients dans un drôle d'état. Et je suis plus mal à l'aise avec cette souffrance-là, contemporaine, actuelle, devant moi, que devant les fantômes, où en réalité ça fait 10 ans que j'ai appris à leur parler, à les côtoyer, et je crois même qu'ils me remercient de continuer à les faire vivre. Alors là, on arrive à la buanderie, ta blanchisse. Tout à fait, exactement. Tu as tout à fait compris, cette buanderie, elle fait la jonction entre le quartier Saint-Louis, qui est le quartier de l'Ancien Régime, là ce qu'on vient de voir, à savoir la chapelle, à savoir le bâtiment de la Force. Cette buanderie, c'est le premier bâtiment qui va apparaître en 1634, bien avant donc la création de l'hôpital général. Aujourd'hui, on y lave le linge des malades. C'est pour ça que tu vois, on arrive devant des dizaines de chariots chargés, ce qui est déjà aussi une grande évolution, puisque c'est le docteur Pinel qui va, à la fin du XVIIIe siècle, apporter la notion d'hygiène, donc et créer une politique d'hygiénisme, ce qui n'était pas du tout le cas au préalable. On craignait beaucoup l'eau, puisqu'elle était factrice de transmission de maladies. Et beaucoup de femmes mouraient au moment de leur accouchement. Pourquoi ? Parce que les médecins ne se lavaient pas les mains. Et donc, quand on était un petit peu initié, qu'on avait des moyens, on savait qu'il valait mieux engager un médecin juif ou musulman. Est-ce que tu sais pourquoi ?
À cause des ablutions? Exactement. Grâce à leurs ablutions rituelles dans le cadre de leur religion, ils avaient des mains beaucoup plus propres, contrairement aux médecins chrétiens. Ouais. Voilà. Mais alors, est-ce qu'il y avait beaucoup de médecins musulmans ou juifs à l'époque? Pas trop. Il n'y en avait pas beaucoup, mais on sait que quelques papes, quelques princes pour faire venir à la cour. Oui. Mais tu sais quand même que l'Orient était à la pointe de la médecine. Oui. Donc aujourd'hui, on lave le linge des malades, ce qui est un grand progrès. Dans cette buanderie, autrefois on cultivait le salpêtre. Ah. Et comme tu peux le voir, puisque il y a des rues donc dans cette enceinte de la Salpêtrière qui fait 20 hectares, c'est la moitié du Vatican, 20 hectares, hein. C'est la moitié du Père-Lachaise aussi, donc c'est assez grand. La toponymie, donc la manière dont on baptise les rues, raconte l'histoire du lieu. Là, tu as par exemple, dans le quartier Charcot, l'avenue Charles-François Vielle. Et Charles-François Vielle est un architecte hygiéniste, donc de la toute fin du XVIIIe siècle, et c'est sous la mandature Pinel que Vielle va concevoir de nouvelles cellules pour les aliénés de la Salpêtrière avec les conceptions modernes de leur temps sur l'hygiène. En fait, on est en train de découvrir les bactéries et les miasmes, et donc la communication des maladies par les aérosols. Alors, parfois, c'était des fadaises, puisque au XVIIe siècle, on pensait que la peste se respirait. Déjà, on était revenu du fait que ce n'était pas un châtiment du ciel et de Dieu, mais c'est donc sous Louis XIV aussi qu'on va inventer le costume du médecin de la peste, tu sais, avec ce grand bec. Oui. Parce qu'on pensait que la peste se respirait. Ouais. Et au bout du bec, on y mettait des éponges vinaigrées, des encens, des baumes pour filtrer l'air inspiré. Pas de bol, le médecin mourait autant que ses patients, puisque on découvrira seulement à la fin du 19e siècle que la peste se transmet par la morsure de la puce qui, elle, était véhiculée par le rat. D'accord ? Néanmoins, cette idée que les aérosols sont des vecteurs de maladies, c'est ce qui va donc motiver Vielle et Pinel à faire bâtir des petites loges. Là, nous sommes en train de longer 3 pavillons de petites loges. Qui sont vraiment trop mignons, pareil. Voilà, qui sont les anciennes cellules des aliénés futurs hystériques en ce début 19e siècle. Ah oui. Ah oui, il y avait à l'origine une vingtaine de pavillons comme cela, et on pouvait loger 600 filles dans ces pavillons. Alors, ce n'est pas des cellules individuelles, elles ont une porte et une fenêtre, comme tu peux le voir, et elles se partageaient à 3, 4, 5, ces cellules, et elles faisaient des roulements pour partager la même paillasse, la même couche, mais le but, c'était qu'elles soient un maximum en plein air et en extérieur. Donc, on les laissait gambader, si j'ose dire, dans ces espaces-là, mais quand elles étaient un petit peu trop rebelles, furieuses ou dangereuses, mais pour qu'elles puissent quand même prendre l'air, on les asseyait sur ces petites assises et on les enchaînait aux pieds sur les ferronneries que tu vois en dessous. Oh, wow. Et là, je vois qu'il y a écrit mémoire psychologique. Alors oui, depuis quelques années, on a recouvert les assises de ces mots croisés, littéralement, qui racontent l'évolution de la médecine psychiatrique, puisque nous sommes juste à côté de l'Institut de neurologie. Donc là, par exemple, le croisement qui va le plus nous intéresser désormais, c'est hystérie et hypnose. Tu vois, là à côté, nous sommes entre physiologie, psychologie et cerveau. Là, nous avons mémoire graphique, visuelle, mémoire psychologique, organique, mémoire, amnésie, volonté, intelligence, philosophie, écriture, mots, signes, idées, théorie, langage. Donc aujourd'hui, ces loges, pareil, ne sont plus aux normes médicales modernes et servent de laboratoire, de stockage d'éléments biologiques, de prélèvements. Donc, alors, je ne te cache pas que j'ignore quel est l'usage moderne des bâtiments médicaux à la Salpêtrière, mais voilà, en tout cas, ce sont aujourd'hui des monuments historiques dont on se sert autant que faire se peut pour le bon fonctionnement de l'hôpital. Waouh.
Et donc, toute cette conversation sur l'hystérie et l'hypnose, pour faire un clin d'œil aux mots croisés, va nous ramener au docteur Charcot. Tout à fait. Là, on est en train de contourner le flambant neuf Institut de neurologie, puisque Charcot donc, va devenir médecin-chef de la Salpêtrière donc, en 1862. Pour te donner un repère chronologique, nous sommes donc sous le Second Empire, donc à l'époque de Napoléon III. C'est à la même période qu'on est en train de bâtir l'Opéra Garnier. Et donc Charcot devient médecin-chef et va même vivre au sein de la Salpêtrière. Puisque je vais t'emmener là où il avait sa clinique. Aujourd'hui, il y a l'amphithéâtre qui porte son nom, l'amphithéâtre Charcot. Et c'est là-bas que Charcot va faire des leçons publiques de démonstration clinique ouvertes à l'intelligentsia parisienne. Donc tout le gratin, d'abord de la médecine, puis ensuite de la bourgeoisie, viennent assister le mardi aux démonstrations que Charcot fait. Il va aller choisir des femmes qu'il qualifie d'hystériques et il va les mettre sous hypnose pour déclencher les crises, faire ou défaire des symptômes et ainsi démontrer ces nouvelles théories. Puisque Charcot va dégenrer l'hystérie, comme on l'a évoqué plus tôt, on parlait vraiment de l'hystérie comme ayant une origine utérine. En réalité, Charcot va déplacer le problème et faire remonter l'hystérie au cerveau. Okay. D'accord. Donc, il veut montrer que l'hystérie répond à des critères, à des séquences. Donc, sous hypnose, il déclenche ces symptômes. Alors, tu vois un peu le problème déontologique et même méthodologique de Charcot, puisque si ces phénomènes sont déclenchés sous hypnose, sont-ils véritables ou sont-ils suggérés ? D'accord. En plus, l'hypnose que pratique Charcot n'est plus du tout l'hypnose que l'on peut retrouver aujourd'hui, soit en diplôme universitaire ou même en accompagnement thérapeutique, puisque c'est une hypnose issue de l'époque de Franz Anton Mesmer, l'importateur de cette discipline en Europe à la fin du XVIIIe siècle, qui parlait alors de magnétisme animal. On pensait que c'était un fluide qui circulait entre les êtres et que certains praticiens pouvaient manipuler. L'invention du mot hypnose, c'est 1820 et quelques, une fois qu'on aura retoqué les théories du magnétisme animal. Néanmoins, le nom de Mesmer va devenir important, puisqu'en anglais, to mesmerize signifie hypnotiser, et le mesmérisme, c'est un autre nom de l'hypnose. Et c'est à partir de cette hypnose très injonctive, qui fonctionne beaucoup aussi sur le phénomène d'emprise, que Charcot va mettre ces jeunes femmes qui sont souvent des polytraumatisées, qui sont souvent internées parce qu'elles ont été agressées, violées, qu'elles ont subi des traumatismes. Et en réalité, les phénomènes dits hystériques, aujourd'hui, on pourrait parler de stress post-traumatique. D'accord ? Et comme Charcot, qu'est-ce qu'il fait ? Et quand il demande à ses médecins de observer, ausculter, diagnostiquer, on va aller voir les sécrétions vaginales que font ces femmes, on va aller voir leur pilosité, la taille de leur sein, parfois on leur fait des touchés vaginaux alors qu'elles sont sédatées ou sous hypnose. Donc aujourd'hui on parle de viol gynécologique. Mais comme la plupart de ces femmes entraient dans ces asiles pour des symptômes de stress post-traumatique dus à des violences sexuelles, en réalité, les médecins, sous l'autorité de Charcot, reproduisaient cette violence qu'ils imposaient. Et en plus, eux étaient des médecins, voire des professeurs, donc étaient des grands noms, des grands pontes intouchables, alors que ces pauvres femmes, de l'enfant à la vieillarde, n'avaient aucun mot à dire. Donc voilà, là nous sommes vraiment dans ce qu'était donc le secteur Charcot entre l'Institut de neurologie et l'amphithéâtre. Malheureusement, il ne reste rien ici à la Salpêtrière de cette époque-là, si ce n'est à l'ICM, l'Institut du cerveau de la moelle épinière, que tu peux visiter lors du Journée du patrimoine et tu verras la collection de photographies
de Charcot, puisqu'il photographie, il documente les crises, puisque les leçons du mardi avaient un succès certain. C'était le spectacle, à la fois parce que sous hypnose, on peut faire des phénomènes incroyables au corps humain. Tu as certainement vu des grands spectacles où on fait des catalepsies majeures. Tu sais, on met un type entre deux tréteaux et on lui assoit quelqu'un sur lui, et il tient sans aucun effort. On aimait beaucoup venir voir les arcs hystériques, qui étaient un symptôme de la crise convulsive d'après Charcot. Tu sais, ça va donner l'image dans L'Exorciste de la petite fille comme ça, en arc. Oui. On savait aussi que il y avait des femmes qui avaient de grands troubles sexuels. On parlait soit des jeunes vierges frigides, dont il fallait aller débloquer la libido, ou alors des nymphomanes. Souvent, c'est deux faces d'une même pièce, la frigidité et la nymphomanie. Donc, on avait parfois des femmes qui s'arrachaient le corset, se malaxaient les seins, voire se masturbaient en public. Tout ça devant le regard de ces médecins, mi-fascinés, mi-excités, sur la célèbre peinture exposée à l'école de médecine. Tu peux voir par exemple au premier rang le docteur Gilles de la Tourette, qui donnera son nom au fameux syndrome de la Tourette. D'accord. Et alors moi j'ai appris pour le docteur Charcot et pour le fameux bal des folles qui avait lieu à la Pitié-Salpêtrière. Tout à fait. Et c'était où en fait dans tout cet endroit gigantesque? Alors, j'ai pas encore réussi à localiser l'emplacement du bal des folles. Certainement dans l'ancienne clinique de Charcot, donc là dans ce quartier où nous sommes. En tout cas, je n'ai pas aujourd'hui trouvé de lieu survivant dans lequel celui-ci aurait pu avoir lieu. Parce que Charcot vivait aussi à la Salpêtrière avec son épouse. Hier, il est mort à la Salpêtrière. Son corps a été mis en bière dans la chapelle. Donc, certainement là dans le secteur qu'on vient d'explorer. Ce bal des folles avait lieu à la mi-carême, donc 20 jours avant Pâques, et était une grande espérance pour ces jeunes femmes qui toute l'année étaient obligées de porter une burque grise, des sabots aux pieds, avaient les cheveux coupés ras, puisque pour limiter la propagation des poux. Donc en fait on annihilait complètement leur féminité. Et une fois par an, on leur promettait de pouvoir s'habiller, de porter des robes. Alors, c'est des vieux costumes de théâtre miteux qui dormaient dans des malles, mais néanmoins, c'était déjà extraordinaire pour elles. On leur disait qu'elles allaient pouvoir se maquiller, mettre du rouge à lèvres, et surtout que des jeunes hommes de la bonne société allaient venir ce soir-là, qu'elles allaient pouvoir danser avec eux. Peut-être que l'un d'entre eux tomberait amoureux de l'une d'elles et l'enlèverait de la Salpêtrière et lui promettrait une vie bien meilleure en extérieur. Alors ça c'est évidemment sur le papier. Tu penses bien que ces jeunes bourgeois n'avaient aucune envie de s'enticher d'une hystérique, mais néanmoins on savait que c'était des filles faciles, puisque pleines d'espérance. Et pour certaines d'entre elles, à la libido frustrée ou exacerbée. Donc ces messieurs venaient au bal des folles et, on va dire, allumaient ces femmes qu'ils leur donnaient bien, puisque beaucoup on leur disait qu'il fallait être très sympathique, si tu vois ce que je veux dire, avec ces messieurs pour qu'elles vous choisissent. Et au mieux, on était désillusionnés. Au pire, ces femmes se faisaient encore abuser dans l'un des coins de cette enceinte sous le regard complice ou complaisant des infirmiers, des internes ou même des médecins eux-mêmes. À ce sujet-là, le film Le Bal des Folles, issu du roman, en parle bien, mais tu peux aussi aller voir d'autres films sur Augustine, la patiente de Charcot, et donc la face cachée de cette médecine patriarcale qui certes a posé les fondements de notre médecine moderne, mais qui avait des dysfonctionnements tels qu'il est important aujourd'hui de les dénoncer. J'avais vu le film. Mon principal grief avec le film, c'est que
il se concentrait vraiment sur le fait que le personnage principal était potentiellement capable de communiquer avec les fantômes, pour revenir à cette thématique. Alors que dans le livre, c'est vraiment une habilité qui est secondaire. On est vraiment en immersion à la Pitié-Salpêtrière. Et alors là, on retrouve le côté apaisé dont je te parlais. On a des petits enfants qui jouent, on a des pique-niques, on a des bains de soleil. Et ce qui me fait une parfaite transition à une époque un peu plus moderne. J'ai appris que la Pitié-Salpêtrière n'a ouvert ses portes aux hommes qu'en 1968. Pourquoi ce changement? Et ce qui me permet d'arriver à ma parfaite transition d'aujourd'hui à un endroit qui est quand même un arrondissement ou quasiment une ville dans la ville en fait, parce que là on a traversé tellement d'époques et tellement de facettes différentes du même endroit. Alors, parce que la Salpêtrière va cesser d'être un asile pour femmes en 1920. Ok. D'accord. Donc, il va y avoir quand même deux événements importants dans ce XXe siècle. C'est la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et en 68, c'est la révolution sexuelle. Alors, j'ai pas les détails politiques et administratifs qui font que c'est en 68 qu'on décide d'ouvrir les portes de la Salpêtrière aux hommes. Mais en tout cas, c'est à partir de 1920 qu'on va transformer ce lieu en hôpital de médecine générale. D'accord ? Parce que d'autres lieux plus spécialisés, plus modernes vont se développer, comme Sainte-Anne. Tu vois, Sainte-Anne va être conçue sous le Second Empire également. C'est également le développement de la pharmacopée, donc des traitements neuroleptiques qui vont être inventés à Sainte-Anne dans les années 50, il me semble. Donc, il était aussi important de dégenrer la Salpêtrière. Je n'ai pas les tractations politiques entre 1920 et 1968. En tout cas, effectivement, aujourd'hui, ce n'est plus un asile de folles et tout type de population se côtoie dans une forme de paix et d'harmonie retrouvée. Ouais, je te cache pas que j'ai eu un peu l'impression d'avoir troublé cette paix parce que pendant qu'on faisait cette balade, on était quand même en train de parler de viol, de massacre, et t'avais quelques petits gamins qui nous ont regardés comme ça en mode horrifié. Qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe ici avec ce petit micro? En même temps, ils apprendront bien assez vite la réalité de ce monde, tu vois. Mais après, j'ai l'impression que ça reste un patrimoine qui est assez méconnu, la Pitié-Salpêtrière. Complètement. On s'imagine pas, en fait, quand on voit la devanture de cet hôpital, tout ce passé très lourd dont on parlait. On s'imagine pas le passé très lourd, on s'imagine pas non plus l'étendue. Tu répètes depuis plusieurs fois une ville dans la ville, oui. C'est le cas. Il faut savoir qu'à Paris, on a pas mal de villes dans la ville. Le Père-Lachaise aussi, c'est une ville dans la ville, 44 hectares, le plus grand espace boisé de Paris. C'est ça qui est formidable avec Paris, c'est que Paris a plein de couches, a plein d'époques, a plein de périodes. En plus, je pense à raison que les hôpitaux nous renvoient quand même à quelque chose de dérangeant quand on est bien portant. Oui. D'accord. Donc on n'aurait pas l'idée de rentrer spontanément dans un hôpital, parce que là on est à la Salpêtrière, mais je pourrais te faire visiter d'autres hôpitaux emblématiques, comme l'hôpital Saint-Louis. Oui. Qui a des jardins magnifiques, ouverts au public aussi. Ouverts au public, qui ressemble un peu à la place des Vosges, puisqu'on est à l'époque d'Henri IV, quand il ouvre ses portes, et à l'intérieur de l'hôpital Saint-Louis, tu as une magnifique collection de cires anatomiques. Alors magnifique, ça dépend quelles sont tes passions, mais si tu veux voir à quoi ressemblaient les lésions dermatologiques ou les organes ulcérés ou purulents des maladies vénériennes, et de voir à peu près à quoi ressemblaient toutes ces horreurs autrefois, il faut aller à Saint-Louis. Mais effectivement, c'est pour ça que moi je fais ces visites avec l'agence Sous les Pavés. C'est une manière de constamment lever, voir les mystères de la capitale et de s'intéresser à cela. Parce que, tu vois, toutes mes visites, elles se concentrent autour des légendes, des mythes, des faits religieux, des possessions, des miracles. En fait, nous avons
été façonné par une société qui, pendant des milliers d'années, croyait en la magie, au surnaturel, au superstitieux. Et justement, le 19e siècle, malgré tous ses défauts, c'est un siècle qui va chercher à séparer justement le rationnel de l'irrationnel. Et donc, beaucoup de femmes qui ont été à la Salpêtrière auraient été dans un tribunal inquisitorial autrefois, auraient été jugées comme sorcières. Donc c'est un petit peu l'aboutissement, ou en tout cas le revers de centaines d'années de religiosité, de magie et de superstition. Alors, on va plus un peu parler de toi, Guillaume. Oui. Tu sais que tu es l'un des rares vrais Parisiens, entre guillemets, qui passe à ce micro. Tu me disais que tu étais né à Paris. Tout à fait. Et que, fait incroyable, tu seras même enterré à Paris. Oui. Et je voulais savoir comment est-ce qu'on arrive à redécouvrir Paris quotidiennement, quand c'est le seul cadre qu'on ait connu de l'enfance à l'âge adulte. Alors, c'est pas tout à fait le cas, même si je suis né à Paris, je n'ai pas grandi à Paris. J'ai grandi, alors pas très loin, à Saint-Germain-en-Laye, qui est aussi une ville royale, chargée d'histoire, puis supplantée par Versailles. Et donc, jusqu'à ma majorité, j'ai grandi dans cette chic banlieue parisienne. Et ensuite, quand j'ai quitté mes parents, je suis arrivé à Montreuil, qui n'est pas tout à fait Paris, mais à côté de Paris. Mais j'ai quand même fait un arc de 180 degrés. Un peu, oui, un peu. Voilà, mais en même temps, tu sais, quand on aime l'histoire de France, on aime toute l'histoire de France. Hein. Oui. Moi, je prends les croisades, je prends le grand siècle de Louis XIV, je prends la Révolution française, je prends les barricades de la Commune, je prends Jaurès, Blum, De Gaulle, 1968. Donc, il faut que je puisse parler à toutes les populations, à toutes les sensibilités. Donc, quand je suis devenu guide, j'avais 23 ans, c'était il y a 10 ans, donc c'est l'âge que j'ai. Et ça a été un vrai terrain de jeu parce que on me demande souvent, mais comment vous faites pour retenir tout ça? Je dis, le travail, la répétition. Évidemment, il y a 10 ans, je n'avais pas toute cette connaissance-là, donc j'ai commencé à me concentrer sur un quartier, d'abord l'île de la Cité, et puis forcément, un peu comme l'art, un peu comme le sport, on commence à développer son terrain de jeu. Et surtout, on se rend compte que chaque quartier, chaque monument a un certain nombre de couches et de sous-couches et de périodes. Typiquement, Notre-Dame, tu peux en parler au temps du Moyen-Âge, mais tu peux aussi en parler à la Révolution, tu peux aussi en parler à la libération de Paris, comme l'Hôtel de Ville, où à la fois je peux parler des châtiments de la place de Grève, ou la proclamation de la République en 1870, ou encore lors de la libération de la ville en août 1944. Donc c'est comme ça que, en fait, tu te rends compte que Paris est un endroit inépuisable, de par ses époques, de par ses couches. Tu peux visiter à la fois les quartiers, l'espace public, les monuments, mais aussi les églises, les cimetières, et même les souterrains avec les catacombes. Les catacombes officielles, mais aussi les carrières interdites. Et alors là, tu as 300 km de nouveaux terrains de jeu, 25 mètres sous ton pied. Et alors, c'est vrai que Saint-Germain-en-Laye, c'est pas vraiment Paris, mais on reste quand même en région parisienne. Ouais. Quand on fait partie de cette espèce en voie de disparition de Parisiens, ouais. Quel est ton plaisir parisien à toi? Quel est ton petit plaisir parisien quand tu te balades dans la ville ou justement juste en étant toi, quand c'est vraiment le cadre que tu as toujours connu? Alors, mon premier plaisir, c'est de faire le métier que je fais. Donc, découvrir Paris, faire aimer Paris, parce qu'en plus, mes visites sont en français, donc s'adressent à des Français, ou des francophones éventuellement, beaucoup de Parisiens, beaucoup de Franciliens. Okay. Donc, il y a vraiment cette idée de rendre la ville aux Parisiens, ou en tout cas à ceux qui gravitent autour, de faire découvrir sa plus belle facette, parce qu'effectivement, on peut aussi être prisonnier de Paris. C'est pas faux. Donc, quand on fait un boulot à la Défense du lundi au vendredi et qu'on se cogne les transports en commun en même temps que tout le monde, en fait, quand on subit tous les désagréments de Paris,
évidemment, on ne peut pas en avoir le même affect. Moi, mon métier, c'est quand même de marcher dans Paris, comme on est en train de faire, et de parler, de raconter des histoires, de faire rêver un peu les gens. Donc déjà, ça c'est mon premier vrai plaisir, ce qui fait que quand je ne travaille pas en visite, je travaille quand même dans mes promenades en disant « Tiens, qu'est-ce que je n'ai pas encore vu ? Tiens, qu'est-ce que je pourrais leur montrer ? Tiens, pourquoi cette rue elle se nomme ainsi ? Tiens, j'avais jamais vu cette église-là. » Et ce qui en fait qui rend Paris génial, c'est que tu la contemples en permanence. Donc moi, mon vrai plaisir, c'est de toujours marcher dans la ville, de toujours porter son regard sur le reflet de la Seine, sur la golden hour en fin de journée qui va donner tel contraste, tel reflet à ce motif architectural. Tiens, mais quel est ce symbole caché ici ? Un petit compas, une petite équerre. N'y aura-t-il pas la trace d'un franc-maçon ? Qui était-il ? Et en fait, c'est de faire de Paris un immense livre à ciel ouvert, une grande Bible, puisque Bible veut dire livre, ensemble de livres, bibliothèque. Et donc Paris, c'est une grande Bible, pleine de mystères, pleine d'énigmes, pleine de personnages qui ne demandent qu'à être révélés. Et puis, alors, quand tu as le plaisir de passer ta vie sociale et personnelle dans les lieux où tu travailles, moi, combien de fois je termine une visite, par exemple, à Pigalle ou dans le Marais, et juste après, je retrouve des amis ou même des visiteurs qui me proposent de partager un verre, un restaurant. Et en fait, c'est ça, la vie parisienne. C'est de savoir jouir du cadre que la ville t'apporte, à condition que tu saches où se trouve le plus beau des cadres. Et alors, toi qui es complètement apaisé avec la ville et qui l'apprécie autant en marchant, tu me promets que tu ne râles pas sur les gens qui se mettent à gauche de l'escalator. Ah si, si, justement. Justement. Prenez votre temps, mais à droite. D'accord ? Parce que c'est pas parce que tu aimes être piéton à Paris qu'il n'y a pas un rythme, surtout quand tu enchaînes les visites, quand tu dois aller ici et là, et que, évidemment, il y a quand même un côté fast life à Paris, donc il faut l'aimer, cette vie rapide. Donc, ça fait partie du jeu. En même temps, si tu peux pas avoir cette stimulation permanente, cette émulation permanente de la capitale, sans en subir un petit peu cette effervescence. Si tu veux du calme, je peux te donner quelques endroits, mais c'est aussi ce qu'on recherche. Tu vas pas à Las Vegas pour profiter de la quiétude du désert. Pour un mariage calme. Et alors, est-ce que tu peux me faire les 7 péchés capitaux parisiens, selon toi ? Les 7 péchés capitaux parisiens, je pense que ce sont les 7 péchés capitaux de la Bible. Hein. Non, je suis pas d'accord. Il faut que ce soit un truc très précis, comme se mettre à gauche de l'escalator. Alors, se mettre à... Et tu n'as pas le droit de me piquer cette réponse. Et je n'ai pas le droit de te piquer cette réponse. Alors, les péchés capitaux parisiens... ne pas assez se servir des poubelles, tu vois. On dit que Paris est sale, mais c'est pas Paris qui est sale, ce sont les Parisiens et ceux qui y viennent. Je trouve ça insupportable. On a assez de poubelles dans Paris. Les 7 péchés capitaux, de ne pas avoir de pissotière, ça je regrette fortement que la mairie de Paris ait retiré énormément de pissotières parce que c'est un vrai enjeu de salubrité que de permettre aux individus de se soulager, hommes comme femmes d'ailleurs. Parce que sinon, on se retrouve avec des voies dégueulasses à ciel ouvert et on ne peut pas nier la nature humaine. Les péchés capitaux de Paris, il y aura aussi le fait de servir beaucoup de merde aux touristes et d'un petit peu trop parfois les pigeonner. Je trouve ça insupportable qu'on fasse payer très très cher des plats très médiocres aux touristes, ce qui fait en plus fuir les Parisiens de lieux qui leur appartiennent, tu vois. Aujourd'hui, tu peux plus aller bouffer sur l'île de la Cité, dans le quartier du Louvre ou à Saint-Germain-des-Prés, sans avoir des tarifs touristiques
qui ne se justifie même pas en plus. Ouais. Tu vois, le péché capital numéro 4, c'est d'être un petit peu trop justement dans le profit touristique. Moi, je suis un grand combattant du surtourisme. Je pense qu'il faudrait interdire le surtourisme, interdire les groupes de plus de 40 personnes, les bus comme ça. Et je ne veux pas entendre l'argument économique parce que le gain d'aujourd'hui, c'est le déficit de demain. On est en train d'appauvrir le patrimoine, l'offre culturelle, des quartiers entiers étouffés n'en peuvent plus, comme Montmartre, où les habitants sont méprisés par les politiques de la ville, sont envahis littéralement. L'offre qu'on leur propose, c'est dégueulasse, je suis désolé, mais moi ça me rend fou dans les environs du Sacré-Cœur qu'on leur serve des kebabs, des hot dogs, des crêpes Nutella, que les commerces de proximité, ce soit des merdes chinoises importées et qu'il y en ait de partout. Tu vois les mêmes à Notre-Dame. Et que, en fait, en réalité, le surtourisme est dommageable pour tout le monde. Hein, pour le touriste lui-même, qui voit son expérience amoindrie, et pour les locaux, les commerçants. Donc voilà, il faut prendre en charge la question du surtourisme. Okay. Ensuite, quel autre défaut nous pourrions avoir ? Ça, c'est vraiment de la gentillesse parisienne que de laisser passer des piétons. C'est un rare moment de générosité parisienne, comme on en voit très peu. C'est vrai. Bon, après, il faut aussi la réclamer. Hein. Mais on a beau la réclamer, des fois, il y a des personnes qui sont vraiment dans cette fast life dont tu parles. C'est Fast and Furious même, je dirais. Exactement. Alors, numéro 5. Numéro 5. Quel péché? Alors, moi, je te parle de choses qui m'énervent, mais si on parle de questions morales, c'est vrai qu'à Paris, on aime boire, on aime se dévêtir, on aime. Mais ça, pour moi, j'apprécie cette dimension de la ville, évidemment. Qu'est-ce qui pourrait m'énerver? Notre système de transport, quand même. Ok, c'est le plus ancien au monde. C'est le plus vieux métro, mais quand même, on dépense 90 € par mois chacun pour des transports qui ne sont pas toujours à la hauteur. C'est vrai. Donc, mais après, voilà, j'ai pas trop envie de faire trop de bashing. Ah si, mais pareil, à un moment donné, il faut aussi déghettoiser certains quartiers de Paris. Tu vois, on a créé du communautarisme dans certains quartiers, ce qui fait que on crée de plus en plus de clivages entre les autochtones et puis les nouveaux arrivants qui parfois sont plus si nouveaux que ça. Et moi qui adore le brassage de cultures, parfois le brassage des cultures vire un peu à la ségrégation. Pareil dans l'accueil des personnes mal logées. Moi, tu sais, en étant guide depuis 10 ans et en marchant dans Paris, donc je connais même ceux qui vivent dans la rue. Tu vois, il y en a, ça fait 5-10 ans qu'ils vivent au même endroit. Je peux même te les repérer dans les couloirs de métro ou là-dedans. Et tu vois, je ne comprends pas comment, par exemple, devant la place de l'Hôtel de Ville, on peut maintenir des camps et ne pas proposer d'autres solutions tout en disant que nous sommes une ville ouverte, ce qui est formidable, mais dans les faits, ça ne se matérialise pas. Et donc, il y a des quartiers qui sont ainsi abandonnés avec des espèces de cours des miracles qui se constituent. Donc je sais qu'il y a aussi une souffrance de la part de pas mal ou d'habitants ou de ceux qui subissent cette misère, avec un abandon certain des pouvoirs publics. Et alors, on s'approche de la sortie de l'hôpital. Ouais. Toi qui disais être très apaisé avec les fantômes, qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui ? Merci.
Merci pour ce que vous avez fait, merci d'avoir existé, merci de vous être fait trucider, merci d'avoir essuyé les plâtres de l'humanité, parce qu'effectivement, les fantômes, c'est ce qui va donner corps et relief à notre ville. Sans fantômes, pas de passé, pas de mémoire. Ouais. Et toi qui es adorateur des mythes et du Paris médiéval, je voulais te poser une dernière question. J'ai sur moi une machine à remonter le temps. Oui. Tu pourrais revenir à une époque parisienne ou à un événement parisien précis. Lequel un événement parisien précis. Ou à une époque parisienne précise. Et lequel tu choisis? Tu as un billet aller-retour. J'ai un billet aller-retour. C'est-à-dire que je ne vais pas te laisser bloquer au Paris médiéval, par exemple. Tu peux revenir. Ah, c'est gentil ça. Ça, c'est très gentil. Qu'est-ce que je choisis comme événement pour le Paris médiéval, parce que je pense que j'aurais beaucoup aimé vivre la libération de Paris en août 44. Ça devait être un événement extraordinaire. Puis prendre un peu part au combat comme ça. En plus, je viens de voir la bataille de Gaulle, donc ça me parle. Sinon, je pense que j'aurais aimé voir les dernières années du chantier de Notre-Dame. Donc l'époque des bâtisseurs, par exemple. Ça devait être absolument quelque chose. L'époque de la guerre des religions, alors c'est mon côté peut-être un petit peu voyeur de l'histoire, mais je crois que cette Saint-Barthélemy, on a du mal à s'imaginer ce qu'elle représentait, parce que la Saint-Barthélemy, c'est d'abord le grand mariage de Marguerite de Valois et de Henri de Navarre à Notre-Dame, qui est un mariage extraordinaire. Et puis ensuite, 3 jours après 3 jours de festivités, à boire et à forniquer, on va tous s'entretuer. Ouais. Donc, je suis curieux de voir un petit peu les modes de pensée, comment commencer à être parisien. Parce que je pense qu'on ne supporterait pas d'être dans l'histoire. Parce que tu vois, je pense que quiconque prend ce billet-là, quand il va découvrir l'odeur de Paris, non mais n'oublie pas ça, hein, c'est vrai. C'est que se promener comme on fait dans Paris, c'est très chic, c'est très chouette. On pourrait se retrouver à la nuit tombée, mais nos ancêtres nous disaient, mais qu'est-ce que vous foutez dans les rues de Paris la nuit? Vous allez finir à la morgue. Elles sont très dangereuses, les nuits parisiennes, avant l'apparition de l'éclairage public. Si tu lis Le Parfum de Suskind, tu vois le film, on est au XVIIIe siècle. Paris est une déchetterie, une fosse septique à ciel ouvert. Les cimetières ont des fosses à ciel ouvert. Les corps pourrissent au cœur de la ville, à côté des halles. Les boucheries côtoient les cimetières. Là, il fait bien chaud. On est en période de canicule, mais elles ne sont pas nouvelles, les canicules. Donc imagine les relents d'odeur lors des canicules. Imagine aussi quand les hivers faisaient moins 17 degrés. On se plaint alors qu'on a nos radiateurs, nos vêtements modernes. Mais à une époque, on ne se chauffait qu'au bois, et encore fallait-il que le bois soit disponible. Je pense qu'on a vraiment du mal à imaginer ce qu'a été le quotidien de nos aïeux à Paris. Donc je pense que je prends le billet aller, mais surtout le billet retour. Et alors, une dernière question. J'ai un autre billet bonus pour toi. Toi qui côtoies plein de personnages parisiens et qui m'en a présenté plein, si tu pouvais dîner avec l'un d'entre eux ou l'emmener en date, lequel ce serait? Par exemple, moi je sais que j'aimerais beaucoup rencontrer Catherine de Médicis d'une façon ou d'une autre. Ouais. Moi c'est ma queen, Catherine de Médicis. Pareil, je l'emmène en date tous les jours. Ah ouais, incroyable. Je lui offre même un kebab avec le menu sauce algérienne. Je pense qu'on aime les personnages qui sont complexes et paradoxaux. Tu vois, moi j'aimerais bien aussi parler de Robespierre. Ouais, c'est vrai. Tu vois, Robespierre, il est aussi très paradoxal et très complexe comme personnage. Je pense que j'aimerais beaucoup parler avec Richelieu. Lui aussi, intéressant. Peut-être discuter avec Saint-Louis. Alors là, Saint-Louis, quand il se mortifie la jambe, c'est vraiment des personnages qui sont fascinants. Peut-être le grand maître templier aussi, Jacques de Molay, avant de finir sur le bûcher. En fait, je pense que je pourrais me faire un gueuleton avec
tous les personnages, quels qu'ils soient, quel que soit leur bord, quelle que soit leur origine, parce que je pense que l'histoire dépasse tous les clivages. Et qu'il est important de s'approprier toutes les sensibilités qui ont fait la complexité et la richesse de notre pays. Et donc tu vas enchaîner un date Robespierre, Saint-Louis, Richelieu. Ouais, je note. Vas-y, hein. Je note. T'as vu ça? T'as vu tout ça, le temps que nous parlions, je t'ai amené de l'autre côté, à l'extérieur de l'entrée. Oh waouh, c'est incroyable. Et là, tu as une perspective incroyable avec la chapelle. Et tu vois, et là, tu as une brisure sur la corniche du trottoir. C'est parce qu'il y avait jusqu'à l'occupation allemande une statue du professeur Charcot. Ah. Et comme les Allemands nous ont demandé de participer à l'effort de guerre et de leur envoyer du bronze, on a déboulonné pas mal de statues. Dont Charcot. Dont Charcot. Voilà. Donc voilà pourquoi il y a cette espèce d'emplacement vide qui était l'ancienne statue du professeur Charcot. Il y avait aussi la statue de Pinel qu'on a déplacée et qu'on a mis dans le square Pinel aujourd'hui. Et sur cet emplacement vide, moi je te dis au revoir et merci de m'avoir montré les fantômes de la Pitié. Un grand plaisir.